Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant et honnêtement crucial pour n'importe quel entrepreneur francophone ambitieux. Comment faire travailler la banque pour son business et non l'inverse. C'est pas une mince affaire. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de déconstruire tous ces mythes autour du financement et de voir très concrètement les mécaniques pour transformer de simples idées en dossiers littéralement irrésistibles. Allez, on plonge là-dedans. Bon, il faut qu'on parle d'un truc. La dernière fois qu'un rendez-vous à la banque s'est terminé, est-ce que le sentiment dominant c'était d'avoir été compris en tant que vrai partenaire commercial, ou plutôt cette impression super désagréable d'avoir passé un examen surprise et de l'avoir complètement raté? Si c'est la deuxième option, pas de panique, c'est une douleur universelle. Des milliers de créateurs d'entreprises vivent exactement cette même frustration chaque année. On pense souvent que notre projet a un problème, alors qu'en fait c'est juste une incompréhension du système. Donc, pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. 1. Le choc du refus. 2. Les 5 idées reçues. 3. La différence entre un projet viable et un dossier bancable. 4. Les vraies raisons du refus. Et enfin, 5. L'art de la relation bancaire. C'est parti! Section 1. Le choc du refus, ou comment comprendre le signal. Alors, le truc le plus important à capter tout de suite, c'est qu'un refus de prêt, ce n'est absolument pas un accident de parcours, et ce n'est pas non plus une attaque personnelle contre une vision entrepreneuriale. En fait, c'est un signal ultra clair et bourré d'informations sur la santé réelle de l'entreprise. C'est un peu comme si quelqu'un mourait de soif, s'approchait d'une magnifique fontaine, tournait le robinet, et rien, pas une goutte. La personne repart super frustrée en se disant que la machine est cassée. Mais la vérité, personne ne lui a dit qu'il fallait d'abord ouvrir la vanne principale de l'eau. C'est exactement le drame de plein de dossiers de financement. On arrive avec une passion débordante, mais on n'a tout simplement pas le bon mode d'emploi de la mécanique de base. On passe à la section 2, les 5 idées reçues et ce qui bloque réellement les entrepreneurs. Il est vraiment grand temps de faire un peu de ménage dans nos croyances. On a tous ces idées purement émotionnelles qui tournent en boucle et qui, au final, font perdre un temps et un argent fou. Mark Twain disait d'ailleurs une phrase qui résume ça à la perfection. Un banquier, c'est quelqu'un qui vous prête un parapluie quand il fait beau et qui le reprend dès qu'il commence à pleuvoir. C'est une formule géniale, un peu grinçante, c'est vrai. Mais attention, rester bloqué sur cette émotion, c'est passer complètement à côté de la stricte réalité mathématique sur laquelle repose toute cette industrie. Allez, on balaye ces mythes un par un. Mythe numéro 1. La banque est là pour prendre de gros risques. Faux. Les banques commerciales obéissent à des règles de prudence hyper strictes, comme les normes COBAC, qui exigent une probabilité de remboursement d'au moins 80%. C'est de la prudence mathématique, pas du casino. Mythe numéro 2. Un gros chiffre d'affaires suffit à inspirer une confiance totale. Faux encore. C'est la solidité de la structure financière qui compte réellement. Mythe 3. Les taux élevés, c'est le grand méchant loup. En fait, si un projet génère énormément de cash, un taux élevé n'est même pas un obstacle. Mythe 4. La peur des fameux frais cachés mis en place pour piéger. Non, c'est juste le fonctionnement normal d'une entreprise qui facture ses services. Et enfin, le mythe numéro 5, avancer seul sans aucune dette, c'est plus sûr. Eh bien en réalité, utiliser intelligemment la dette, c'est l'un des leviers de croissance les plus puissants au monde. Section 3, projet viable contre dossier bancable, la grande différence. C'est ici que tout se joue. Et c'est peut-être le plus grand moment déclic de cette analyse. Les banques n'ont pas pour vocation de financer des idées de génie ou des passions enflammées. Elles financent des dossiers mathématiquement solides et prévisibles. Prenons 2 exemples très concrets pour bien comprendre. D'un côté, on a l'entreprise de Simo. Elle cartonne 9 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. L'enthousiasme est énorme. Mais quand on regarde sous le capot, on trouve 3 crédits en cours, des découverts réguliers et des capitaux propres négatifs. Le résultat, c'est un refus catégorique. La structure est tout simplement trop fragile. De l'autre côté, on a Marie. Sa demande de prêt est beaucoup plus modeste, 800 000 francs CFA. Mais son dossier, c'est une véritable forteresse. 2 ans de bilan parfaitement audité et un plan prévisionnel béton sur 3 ans. Accord immédiat. Pourquoi? Parce que c'est la présentation chirurgicale, carrée, des données qui sécurise le financement. Jamais le simple volume des ventes. Ce qui nous amène à la section 4, les vraies raisons du refus, ou la mécanique financière pure. Là, on entre dans le dur, dans la phase d'ingénierie. Quels sont ces critères froids, objectifs et complètement impitoyables qui font qu'un dossier finit rejeté alors qu'il semblait prometteur? Il faut savoir que les analystes financiers lisent nos relevés de compte avec la même intensité qu'un roman policier. Et ils cherchent des drapeaux rouges, ces fameux red flags. Ça peut être des découverts récurrents, des mouvements erratiques avec d'énormes rentrées d'argent suivies de sorties totalement inexpliquées, des chèques retournés, une liquidité chroniquement basse ou pire, des virements vers des comptes personnels sans aucune justification. Un flux de trésorerie chaotique, ça hurle un seul et unique message à l'analyste, un manque de contrôle extrêmement dangereux. C'est là qu'intervient une notion absolument incontournable, le fameux DSCR, pour Debit Service Coverage Ratio. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est assez simple en fait. C'est tout simplement la capacité du résultat net de l'entreprise à absorber les futures mensualités du prêt tout en gardant une bonne petite marge de sécurité. C'est le calcul réel, net et ultra fiable de la capacité de remboursement. Et c'est un calcul que la majorité ignore totalement de faire avant même d'aller toquer à la porte de la banque.
Et si on doit retenir un seul chiffre de ce décryptage, c'est celui-là, 1,25. C'est le seuil mathématique de la confiance bancaire. Si on divise le résultat net par le total des mensualités et qu'on n'atteint pas au minimum 1,20 ou 1,25, l'alarme rouge retentit. Les banques exigent littéralement ce seuil de couverture strict pour se sentir en sécurité et affronter les imprévus sereinement. Autre point crucial, la structure de financement. Le message ici est sans appel. Il faut risquer sa propre mise. C'est ce que les anglo-saxons appellent avoir du skin in the game. La banque, elle s'attend fermement à ce que l'entrepreneur mette sur la table 20 à 30% du projet en capitaux propres. Parce que soyons clairs, si tous les bénéfices ont été siphonnés trop tôt en dividendes, la banque se retrouve à devoir assumer 100% du risque toute seule. Et elle déteste ça, ce qui mène presque toujours à un refus. Mais au-delà de tous ces calculs, il y a un autre levier d'action, il faut maîtriser le langage financier. Être capable de discuter sereinement de son excédent brut d'exploitation, manier les ratios avec aisance ou expliquer tranquillement comment on gère son fonds de roulement, ça change absolument toute la dynamique du rendez-vous. En parlant exactement la même langue que le banquier, on transforme un enthousiasme vague en une présentation hyper précise. Et ça bâtit une crédibilité instantanée et quasi inébranlable. Enfin, section 5. L'art de la relation bancaire, bien au-delà de la simple transaction. Parce que oui, l'analyse va bien plus loin que de la simple comptabilité. Une fois les chiffres maîtrisés, ce sont les actions stratégiques et purement relationnelles qui vont garantir le succès à long terme. Quelles sont les actions qui marchent? La règle d'or absolue, l'anticipation. Il faut anticiper ses besoins 6 à 12 mois à l'avance. Il faut aussi communiquer régulièrement les bonnes nouvelles. Mais attention, la pire erreur de toutes, c'est de faire une demande en pleine situation d'urgence. Demander des liquidités en pleine crise, ça transpire le désespoir. Et le désespoir rend n'importe quel analyste nerveux. Les grands professionnels y construisent leur dossier tranquillement, avec des mois à l'avance, pour pouvoir négocier depuis une véritable position de force et forger une confiance solide. Alors faisons une pause un instant. Quel est l'état réel du profil bancaire analysé aujourd'hui ? C'est vraiment le moment idéal pour se poser et faire un audit honnête et impitoyable de son résultat net, des dettes en cours et du niveau de ses capitaux propres, en se basant sur cette implacable réalité qu'on vient tout juste de survoler. Et voilà, c'est tout pour cette analyse explicative. Si ce décryptage a permis de débloquer de nouvelles perspectives et de vraiment mieux comprendre la logique de ces institutions, la meilleure chose à faire, c'est de s'abonner, de liker et de partager ce contenu pour aider d'autres esprits ambitieux à bétonner leur propre dossier. Ne ratez surtout pas notre prochaine analyse où d'autres mécaniques fascinantes seront décortiquées. Mais avant de se quitter, je vous laisse avec cette ultime question pour nourrir la réflexion. Est-ce que l'entreprise travaille pour la banque ou est-il enfin temps de forcer la banque à travailler pour l'entreprise? Réfléchissez bien à ça. À très bientôt.